Chaque jour, des millions de messages inondent nos écrans. Leur objectif, orienter nos choix pour acheter, voter ou adhérer à une idée. Omniprésents, ils façonnent notre vision du monde. Ces messages s'appuient sur des techniques de persuasion inventées il y a un siècle aux États-Unis. Elles ont été mises au point en moins de 50 ans par un petit groupe de penseurs pour contrôler le peuple. Pour imposer leur pouvoir, les régimes autoritaires ont choisi la force. Nos démocraties ont inventé les relations publiques. L'un de leurs plus grands théoriciens s'appelle Edward Bernays. Public relations embraces what I call the engineering of consent based on Thomas Jefferson's principle that in a democratic society, everything depends on the consent of the people. Le 6 avril 1917, les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne. En quelques semaines, les Américains s'engagent massivement dans l'armée. Leur président, Woodrow Wilson, les a convaincus de donner leur sang pour défendre la démocratie. Pourtant, un an plus tôt, ce même président leur avait promis que l'Amérique n'entrerait jamais en guerre. Quand le président des États-Unis, Woodrow Wilson, a fait campagne en 1916, son slogan était « Il nous a évité la guerre ». C'était l'idée que le conflit était une affaire européenne et qu'il n'avait rien à voir avec la démocratie américaine. Donc, quand les États-Unis se sont préparés à entrer en guerre, ça a posé un gros problème. Le débat au sein de la Maison-Blanche sous Wilson a été comment contrôler les masses pour leur faire accepter la guerre. Wilson veut imposer ses choix par la force. Mais à la Maison-Blanche, certains préconisent une autre solution. Plusieurs conseillers de Wilson ont dit « Nous pouvons créer un système, grâce au pouvoir de la propagande de masse, qui aura pour fonction de séduire le peuple pour le faire adhérer à l'effort de guerre. » Il faut mettre sur pied un arsenal mental. Il faut construire une machinerie qui vendra la guerre au peuple américain, qui fera la promotion de la guerre. Une immense campagne de propagande se met ainsi en place. Elle s'inspire des codes de la publicité et du divertissement, notamment du plus populaire d'entre eux, le cinéma. Les stars de l'époque comme Charlie Chaplin ou Douglas Fairbanks sont engagés pour galvaniser les foules. Comme eux, plusieurs milliers de leaders charismatiques portent le message du gouvernement à travers tout le pays. Des hommes d'affaires, des religieux, des gens qui étaient des figures d'autorité respectées sur le plan local, se prononçaient publiquement en faveur de la guerre. Avant le début d'un film, un homme se levait dans le cinéma, comme si c'était spontané, et faisait un discours de quelques minutes expliquant pourquoi on devait entrer en guerre. Pour orchestrer cette immense machine, Wilson a mis en place un département spécial, la commission Krill. Elle rassemble des professionnels de la communication, journalistes, publicitaires, agents de presse. Parmi eux, un jeune homme de 26 ans qui s'est déjà construit une solide réputation de publicitaire dans le domaine du divertissement. Il s'appelle Edward Bernays. Comme la plupart des membres de la commission, il partage une vision des foules très répandue parmi les élites dirigeantes des pays occidentaux. Cette vision repose sur des théories exposées à peine 20 ans plus tôt par le français Gustave Le Bon.
Dans son livre La psychologie des foules, il décrypte le comportement spécifique des masses. L'idée de base était que les gens étaient incapables de pensée rationnelle. C'était impossible de leur parler et de raisonner avec eux. Ils étaient des microbes. Ils se comportaient comme un virus, des animaux à la merci de leur moelle épinière. Il a présenté l'anatomie d'une foule comme un groupe d'individus privés de capacité de raisonnement. Puisque la raison n'a pas d'effet sur les foules, il faut donc s'adresser à leurs émotions et à leurs instincts. On est très vite arrivé à l'utilisation d'approches psychologiques pour tenter de court-circuiter toute pensée critique et toucher les gens aux tripes. La guerre diabolisait la figure du 1 germanique. C'est comme ça qu'on a eu des histoires fictives comme les bébés embrochés sur des baïonnettes en Belgique. Ça tient beaucoup à l'utilisation de symboles très puissants et profondément enracinés dans les esprits pour dégrader le sens du message véritable et se focaliser sur le ressenti. Ça a eu pour effet de convertir très rapidement une population pacifiste en fanatiques anti-allemands. Par exemple, l'orchestre symphonique de Boston ne jouait plus de Beethoven parce qu'il ne voulait pas être associé à cette hideuse monstruosité. La commission Krill a été très efficace. En moins d'un an, la commission Krill est parvenue à retourner l'opinion publique sans violence et sans changer de système de gouvernance. Pour les grands capitaines d'industrie de l'époque que sont les Rockefeller, les Carnegie ou les J.P. Morgan, le succès de ces méthodes de propagande ouvre des perspectives qui arrivent à point nommé. Depuis la fin du XIXe siècle, une succession de grèves, de manifestations et d'émeutes fait trembler tout le pays. La montée en puissance du capitalisme industriel, aux États-Unis mais aussi dans tout le monde industrialisé, a provoqué une certaine paupérisation. Dans les mines, les usines et les aciéries, les ouvriers étaient à peine mieux traités que des serfs. Les syndicats étaient brisés et bannis. Il y avait un bras de fer entre, disons, les masses et les oligarques. L'image des dirigeants de ces grandes entreprises, c'est qu'ils volaient les ressources du reste de la société en accumulant des profits pour eux-mêmes. En 1914, la situation avait même atteint son paroxysme avec le massacre de 66 grévistes dans une usine appartenant à Rockefeller. Tenu pour responsable de ce massacre, le milliardaire avait échappé de peu à un attentat anarchiste. Le secteur des entreprises était paniqué à l'idée de voir son monde s'écrouler. Les méthodes de la commission Krill leur apparaissent comme des solutions idéales pour mettre fin aux revendications sociales. S'il a été possible de faire adhérer les Américains à la guerre sans remettre en cause les principes démocratiques, il doit être possible de faire adhérer les classes ouvrières au modèle de société qu'ils ont toujours rejeté, le capitalisme. After experiencing
this world situation and recognizing the importance of ideas as weapons, I decided to see whether we could not apply what I had learned in the war to peacetime pursuits. En 1919, Edward Bernays installe ses premiers bureaux à New York, l'un des principaux lieux de pouvoir du pays. Pour définir son rôle auprès de ses futurs clients, il choisit d'utiliser le titre de conseiller en relations publiques. Le terme propagande était devenu péjoratif, donc ils en ont inventé un autre. Edward Bernays a toujours été très clair à ce sujet. Il s'attribuait la paternité du terme « conseil en relations publiques ». Le but était de donner un nouveau souffle à la propagande en changeant son nom. C'est une vieille technique de relations publiques ou de propagande. Si une chose est impopulaire, il suffit de l'appeler autrement, ni vu ni connu. Edward Bernays est influencé par Walter Lippmann, journaliste et écrivain, l'un des plus grands intellectuels américains de l'époque. Cet ancien conseiller de Woodrow Wilson envisage la propagande comme le seul véritable outil de contrôle des foules. Une idée à laquelle il consacre un ouvrage qui révolutionne les principes de gouvernance en démocratie, l'opinion publique. Les gens responsables, c'est-à-dire nous, doivent prendre les commandes et être protégés contre le troupeau en furie qui risque de les piétiner en vociférant. Nous ne pouvons pas le faire par la force. La meilleure solution est ce que Lippmann appelait la fabrication du consentement, un nouvel art dans la pratique de la démocratie. Ce qu'il veut dire, c'est qu'une propagande habile peut essentiellement amener les masses à soutenir des politiques qui sont contre leurs propres intérêts. Ces nouveaux spécialistes des relations publiques, pour la plupart issus de la commission Krill, sont embauchés par les plus grandes entreprises de l'époque. Charge à eux de convaincre l'opinion que la prospérité des entreprises privées bénéficiera à l'ensemble de la population. Pour y parvenir, un changement radical s'impose. Transformer le citoyen en consommateur. Acheter ne doit plus relever du strict besoin, mais du désir. Notre économie perdait la tête. On bâtissait de grosses entreprises et on essayait de convaincre les consommateurs d'acheter tous les produits que les entreprises étaient impatientes de produire. Le capitalisme avait besoin de faire son autopromotion et de vendre au peuple l'idée que le capitalisme et non le socialisme allait lui fournir une vie meilleure. Edward Bernays sera un maître en la matière. Une de ses premières réussites est une campagne réalisée pour le compte de la Beech-Nut Company, célèbre producteur de bacon. Il voulait être le plus gros producteur de bacon des États-Unis. Traditionnellement, une entreprise aurait juste essayé de faire mieux que la concurrence et dit « Notre bacon est meilleur que les autres ». Mais Eddie Bernays a dit « Non, ce n'est pas comme ça. Il faut agrandir le marché pour tout le monde ». Edward Bernays va s'appuyer sur un concept qui a fait le succès de la commission Krill, les leaders d'opinion. Il choisit d'utiliser le pouvoir d'influence de l'une des professions les plus respectées de l'époque, les médecins. Il a donc commandé une étude demandant à de nombreux médecins et professionnels respectables dans le domaine de la nutrition et de la santé « Pensez-vous que la notion de petit déjeuner qui tient au corps soit utile ? Doit-on manger copieusement le matin ?» L'étude conclut au bienfait d'un petit déjeuner copieux pour la santé. Edward Bernays transmet ce résultat à 4000 médecins à travers tout le pays. Sans qu'ils le sachent, ils vont relayer auprès de leurs patients un message qui sert une cause strictement commerciale. If you don't like bacon and you're interested in your health, as 4,000 doctors say that you better eat bacon, you'll do it. Bacon and eggs and buttered toast.
There's nothing like a good, healthy breakfast to start the day off right. And a meal like this should satisfy anyone. He'll have to learn that food has a lot to do with the way you look and the way you feel. En quelques années, le petit déjeuner à l'américaine devient une institution, un repère culturel qui aura la vie longue. Un petit déjeuner sans du bacon et des œufs est comme un chien sans son os. L'idée de suivre les conseils d'un leader d'opinion ou d'une figure d'autorité est la base de notre travail de relations publiques. In a repeated national survey, doctors in all branches of medicine, doctors in all parts of the country were asked, "What cigarette do you smoke, doctor?" Doctors in every La caution scientifique apportée par les médecins devient un outil de communication récurrent des publicitaires, jusqu'à faire de la cigarette un produit associé à la santé et au bien-être. Try Camels yourself, the cigarette so many doctors enjoy. Edward Bernays est en permanence à l'affût d'outils novateurs pour améliorer ses techniques. La psychanalyse en particulier attire toute son attention. Totalement acquis aux thèses de Sigmund Freud, il fait traduire ses premières œuvres aux États-Unis. Mais les liens qui les unissent dépassent de loin le cadre strictement professionnel. Edward Bernays est le double neveu de Freud. Bernays avait des liens très étroits sur le plan familial et émotionnel avec Sigmund Freud. Sa mère était la sœur de Freud. La sœur de son père avait épousé Sigmund Freud. Donc, on peut dire que Bernays avait en lui beaucoup du patrimoine génétique de Freud. Dans son enfance, il dînait tous les soirs en entendant ses parents parler de l'oncle Siggy. Uncle Siggy. Well, I heard about my uncle's theory of dream interpretation. I heard about psychology as being an important force in evaluating human behavior. I heard of repression and regression and suppression. Eddie Bernays était un neveu professionnel. Dans les 10 minutes qui suivaient votre première rencontre, il vous disait qu'il était le double neveu de Sigmund Freud. Ce qui lui donnait l'impression d'être associé non seulement à une célébrité, mais aussi à un personnage intelligent et révolutionnaire qui avait changé la société. Les concepts que Bernays a repris de Freud, c'était que les gens pensent être gouvernés par leur propre opinion et leur pensée rationnelle. Alors que non. Ils sont soumis à leur inconscient et leur subconscient sans même le savoir. Donc, il faut contourner leur logique. Edward Bernays met ce concept pour la première fois en application pour l'un de ses clients, l'American Tobacco Company. L'entreprise est confrontée à un tabou social qui l'empêche de doubler son chiffre d'affaires. Seuls les hommes sont autorisés à fumer dans les lieux publics. On confie à Edward Bernays la mission de faire des femmes des consommatrices de tabac, comme les hommes. Il est allé voir l'un des disciples de son oncle Sigmund, un certain E. Brill. Il lui a dit « Brill, j'essaie de vendre des cigarettes aux femmes. Qu'est-ce qu'elles représentent ?» Et Brill a répondu « C'est simple, les cigarettes sont le pénis. Et toutes les femmes veulent un pénis. Donc si vous pouvez leur en donner un, même s'il est juste symbolique, ça leur plaira forcément. » On était à l'époque de la lutte des suffragettes pour le droit de vote à partir de 1919. Dans les années 20, les femmes étaient déterminées à se battre pour leurs droits. Il a donc enrôlé des femmes de la bonne société de l'époque. Il les a persuadées que ce serait un coup d'éclat. Bien sûr, pas officiellement pour le cigarettier qui était son client, mais pour la libération des femmes.
Pour lancer sa campagne de communication, Edward Bernays a l'idée d'utiliser comme tremplin médiatique un événement populaire, la célèbre parade annuelle des fêtes de Pâques à New York. Il a donc eu ces femmes défilant sur la 5e avenue en allumant des cigarettes qu'il a surnommées les torches de la liberté. Et pour s'assurer que l'événement allait faire du bruit, il a recruté des photographes des grands journaux et des agences de presse du monde entier pour l'immortaliser. The next morning, the New York Times had carried the story on its first page. They treated it as news, which it indeed was. Within 5 weeks, the smoking rooms of theaters in New York opened their smoking rooms to women smoking, which had never happened before. So an age-old custom was broken down by one action. Le rôle des relations publiques, c'est créer des circonstances qui se démarquent de la norme sociale et qui, par conséquent, attirent l'attention. Donc, le rôle d'un responsable des relations publiques, c'est de comprendre ce qui a l'air d'une info intéressante, ce qui en a le goût, ce qui en a l'odeur. Depuis toujours, notre cœur de métier, c'est de créer de l'info. Et pour faire du bruit dans les médias, il faut bien sûr être nouveau et être le premier. Personne ne se souvient du deuxième homme sur la Lune. En 10 ans, les habitudes de consommation des Américains ont été modifiées en profondeur grâce au travail réalisé par les conseillers en relations publiques. Ils sont même parvenus à changer l'image des grands capitaines d'industrie. John Rockefeller lui-même n'est plus considéré comme un représentant haï du capitalisme, mais au contraire comme un philanthrope. Les agences de communication prospèrent, en particulier sur l'avenue Madison, appelée à devenir l'un des hauts lieux de la publicité aux États-Unis. Edward Bernays est devenu un professionnel incontournable des relations publiques. Il vit désormais dans la suite d'un hôtel luxueux où il reçoit tout ce que le pays compte d'hommes puissants et influents. Mon père était extrêmement mondain. Il donnait très souvent des soirées. Il recevait des gens qui avaient réussi. Des architectes, des artistes, des avocats, des hommes politiques, des patrons de presse. La crème de la crème. La plupart des gens ignoraient qui c'était. Mais ceux qui avaient besoin de le connaître et qu'il avait besoin de connaître, le connaissaient. En 1929, Edward Bernays publie Propaganda, le fruit de 10 années d'expérience. Il y expose avec précision les grands principes et les techniques de manipulation des foules en démocratie. L'ouvrage fait de lui un visionnaire. Ce type d'aveu est la preuve de l'immense pouvoir de la propagande. Même quand le marionnettiste avoue, ceux qui sont manipulés ne peuvent pas lui résister.
Les nazis étaient très impressionnés par la propagande commerciale américaine développée par Bernays et l'industrie des relations publiques. Goebbels l'a étudié de près, y a fait référence et l'a adapté aux objectifs nazis avec beaucoup de succès, malheureusement. $55,000 homeless in Evansville. Food and medicine needed in Aurora. Le krach boursier du 24 octobre 1929 fait voler en éclats l'équilibre apparent du modèle de société capitaliste des années 20. Les États-Unis plongent dans une dépression économique sans précédent qui jette sur les routes américaines des dizaines de millions de personnes sans emploi. Les entreprises que les relations publiques avaient tant vendues dans les années 20 étaient vues comme l'incarnation du diable. We face that crisis. We face it with singleness of purpose and above all with faith. Keep that faith constant. Élu président en 1932, Franklin Roosevelt apparaît comme l'homme qui peut tout changer. Néanmoins, il sait que pour gagner la confiance du peuple, la question du consentement des foules est déterminante. À son tour, il fait appel aux spécialistes en relations publiques. Sitting down here next to me is Mrs. Roosevelt, my wife, and my granddaughter Anna. Sur leur conseil, Roosevelt devient le personnage principal d'une campagne de communication sans précédent. What's our campaign slogan, Sissy? Pour apparaître comme un homme proche du peuple, il est systématiquement mis en scène en famille et dans son quotidien, comme aucun autre président avant lui. C'est du Bernays tout craché. La manière dont Roosevelt était assis dans sa voiture, à faire des signes aux gens comme s'il était un jeune homme plein d'entrain, tout ça, ce sont des symboles. Mais pour Roosevelt, les symboles ne sont pas suffisants. Il opte pour une autre méthode, la pédagogie. Expliquer à ses concitoyens ses choix politiques pour redresser le pays. Avec ses conseillers, il met en place les Fireside Chats, littéralement les discussions au coin du feu, des rendez-vous radiophoniques qui durent plus de 10 ans. It is 3 months, my friends, since I have talked to the people of this country about our national problems. I am going to establish a government market for gold in the United States. Il avait une voix apaisante. Il parlait aux auditeurs comme s'il les respectait, comme s'il était leur égal. Et ça a donné confiance aux gens. I am authorizing the Reconstruction Finance Corporation to buy or sell gold. Les Fireside Chats étaient conçus pour rendre un système indéchiffrable, compréhensible pour les gens. City streets, pounded by ever-increasing traffic, are modernized, resurfaced, thousands of blocks which mean huge savings, vital to the community. Le président lance la production d'une série de documentaires destinés à expliquer son programme phare, le New Deal. Ses principes de base reposent sur l'interventionnisme de l'État pour relancer l'économie. New modern housing developments will be erected, providing better living conditions for workers in the low-income groups. Pour faire comprendre l'utilité de ces dispositions, l'administration Roosevelt engage une équipe de photographes et d'écrivains réputés pour montrer au peuple américain les effets de la crise sur le pays. Ce n'était pas une bande d'attachés de presse venus de la publicité ou des relations publiques. C'étaient des gens qui avaient beaucoup réfléchi à l'utilisation des images pour que les gens soient plus intelligents qu'ils ne l'étaient. Le peuple américain découvre une Amérique qu'il ne connaissait pas. La force émotionnelle et symbolique de ces images marque les esprits. Il y a eu une résurgence de l'idée qu'il ne fallait pas forcément séparer l'émotion de la raison. Dans une certaine mesure,
c'est la fabrication du consentement, mais avec une tentative de créer un consentement informé. Il n'y a rien de mal à vouloir être persuasif, tant que la persuasion n'est pas une manipulation, une volonté d'empêcher les gens de voir la réalité. Réélu triomphalement en 1936, Roosevelt engage de nouvelles réformes destinées à limiter le pouvoir des banques et des entreprises. Il a été décidé de créer une alliance entre les ouvriers et une classe moyenne en déroute contre les riches et les grandes entreprises. It is true that the toes of some people are being stepped on and are going to be stepped on. Le monde des affaires voyait le New Deal comme une catastrophe. Presque toutes les grandes entreprises américaines adhéraient à l'Association nationale des industriels. Et leur principal programme à l'époque était un programme de relations publiques. Ils ont décidé qu'ils devaient vendre l'idée que les entreprises privées étaient la clé d'une vie réussie, que Roosevelt voulait plutôt promouvoir grâce à l'intervention du gouvernement. Hello, everybody. This is Lowell Thomas, and I intend to ask one or two questions, which you too have probably asked, and then I intend to answer them. To what new horizons can we look now? Where are tomorrow's opportunities? Pour le NAM, l'Association nationale des industriels, il faut rétablir au plus vite la confiance du peuple à l'égard du système capitaliste. Pour y parvenir, c'est désormais campagne contre campagne. Pendant 20 ans, les campagnes du NAM s'attachent à vendre une vision idéalisée de la société que les Américains ne manqueront pas de désirer. Là où Roosevelt s'appuie sur la réalité, le NAM vend du rêve. Là où Roosevelt s'adresse aux citoyens, le NAM parle aux consommateurs. C'est dans l'ADN américain, on n'aime pas le gouvernement, on aime les entreprises privées. Ils présentaient la libre entreprise comme on parle de liberté, de démocratie et de justice. Ils vendaient un rêve, mais ils l'emballaient dans les valeurs américaines. This is a machine in the factory. This is the workman who tends the machine in the factory. Pour sensibiliser les Américains aux bienfaits de l'industrie, le NAM mise à son tour sur la pédagogie, en s'adressant en particulier aux consommateurs de demain, les enfants. Here's a farmer. He needs a widget on his farm, and he's in a hurry to buy one. Here's your money, Mr. Widget Maker, and here's your widget, Mr. Farmer. And all the customers take their widgets home to all parts of the country. Et pour toucher le plus grand nombre, les grandes entreprises vont partir à la rencontre des Américains là où ils se trouvent, chez eux. Jusque dans les années 50, une célèbre caravane publicitaire dédiée au génie industriel sillonne les routes américaines. La parade du progrès de General Motors. Hey, hold on there. It's absolutely free. Come see the big tent show. This device has a dual personality. It will actually freeze and fry at the same time. And even a Telenews machine to bring your daily paper right to your easy chair. Fantastic? Maybe. À travers la parade du progrès, le capitalisme et les bienfaits de la consommation sont vendus pendant plus de 20 ans comme les fondements du rêve américain. Ceux qui lançaient ce type de projet avaient une vision à long terme. C'est-à-dire que, même s'ils savaient qu'ils ne verraient sans doute pas de leur vivant la concrétisation de leurs désirs et de leurs objectifs, ce n'était pas grave.
Ils étaient prêts à ce que ça s'étale sur plusieurs générations. En 1939, c'est la ville de New York elle-même qui sert de vitrine médiatique à l'American Way of Life. Our camera sweeps the horizon, turning in the direction of a new world that symbolizes man's dreams, prophecies, hopes and aspirations. The New York World's Pour la première fois, la ville accueille une exposition universelle. Cette manifestation est l'une des plus grandes opérations de relations publiques de l'histoire industrielle. come visitors from all over the world. But let us skim the Son principal organisateur n'est autre qu'Édouard Bernays. excitement, color and human interest. Le rôle de Bernays a été de promouvoir l'exposition universelle et les différents pavillons et de faire venir de grandes entreprises comme General Motors, qui avait été son client dans les années 1930. Il appelait l'exposition Democracity. Il voulait fusionner la démocratie et le capitalisme. De nombreuses grandes entreprises avaient des pavillons qui ne parlaient pas du présent, mais de l'avenir. Et les gens adorent ça, parce que dès qu'on commence à parler de demain, on peut inventer ce qu'on veut. Lors de l'exposition universelle, il y a eu un documentaire sur une famille du Middle West. Hello, Mr. Middleton. How are you? Le fils est socialiste et la fille qui vit à New York a une liaison avec son prof d'art plastique qui est un communiste. Isn't it wonderful, Nick? Beautiful. L'histoire s'appelle « Les Middleton vont à l'exposition ». On les suit pendant leur visite, notamment dans le pavillon Westinghouse, parce que la compagnie d'électricité Westinghouse sponsorisait le film. I guess we're a little early. What do you want to do? Anything but inspect this temple of capitalism. Oh, Nick. Look at them. Their eyes popping out of their heads, drooling over the very things that are taking away their jobs. Now, Nick, don't get all excited. La grand-mère s'émerveille de tout ce qui va arriver dans la cuisine, et elle est persuadée que l'ancien mode de vie n'est rien comparé à celui du futur. It's a paradise. No one who hasn't cooked over a wood stove by the light of a kerosene lamp can really appreciate what it all means. Tout le monde aura un robot pour faire la vaisselle. La belle vie est à portée de main. C'est pour demain. The contest is over in exactly 7 minutes and 58 seconds. In that time, Mrs. Modern has washed 50 dishes and 40 pieces of silverware. As I... Well, it's all over, Mrs. Drudge. You may as well rest now. And so, ladies and gentlemen, I give you the winner, Mrs. Modern. Ça nous montre qu'en découvrant un avenir industriel vraiment fun, le jeune homme abandonne ses idées anticapitalistes et devient une sorte de chantre du capitalisme. Do you honestly believe that industry can make enough jobs in the future to take care of the young people that are coming along? I think the problem is going to be the other way around. Industry will make so many jobs, there won't be enough people to fill them. Du coup, les gens n'avaient plus qu'une seule vision de la démocratie possible. Une démocratie capitaliste. Efficaces et omniprésentes, ces campagnes de communication soulèvent néanmoins des interrogations. Certains dénoncent ouvertement la manipulation des esprits par les relations publiques. Une accusation qui s'adresse parfois directement à Édouard Bernays. Modern science gives our opinion leaders weapons of mass impression which can slay our minds. The responsibility for averting such disaster rests squarely on the shoulders of those who now undertake opinion leadership. Freedom of propaganda is as important to our democracy as our other civil liberties. Freedom of religion, press, speech, the usefulness of propaganda makes it a vital asset
to the democracy. La plupart des gens auraient très mal pris ce type d'accusation et auraient été offensés, mais Eddie Bernays a adoré. Ça montrait qu'il avait un réel pouvoir pour influencer l'opinion publique, et il avait toujours estimé que ce n'était pas une chose négative. Il se voilait beaucoup la face. Il pensait agir le plus souvent pour le bien commun. Part of this system is a competitive battle, and part of that competitive battle is competing propaganda, competing advertising, competing for markets in the marketplace that is based on a free and open competition. Ce n'est pas une concurrence libre, parce qu'elle coûte cher. Dans ce type de situation, ceux qui ont le plus de ressources, comme les grandes entreprises et parfois les gouvernements, gagnent à tous les coups, simplement parce qu'ils ont plus de moyens. Ça ne veut pas dire qu'ils gagnent en termes de résultats, mais ils partent avec plus d'atouts. Les gens ordinaires qui voudraient faire de la propagande dans cette concurrence soi-disant libre auront systématiquement moins de force de frappe et de moyens que les puissants. Okay, Bernays. I happen to be a technician on propaganda, and I am not a person who can solve your difficulties as to which ideology you prefer or don't prefer. L'entrée en guerre des États-Unis en 1941 suspend les débats sur le rôle des relations publiques. La propagande de masse reprend pour soutenir l'effort de guerre avec les mêmes techniques que celles utilisées 20 ans plus tôt par la commission Krill. Bernays a conseillé le gouvernement américain sur la manière d'utiliser les relations publiques et la propagande, mais il n'a jamais eu de rôle aussi central que pendant la Première Guerre. En partie parce que les relations publiques et la propagande étaient des outils mieux compris à l'époque, et que le gouvernement avait ses propres agences de propagande. Les grands industriels vont voir dans la guerre un formidable outil de communication pour relancer leur campagne sur l'American Way of Life. Les publicités regorgeaient d'images de ce qui attendait les Américains après la guerre. Parfois même dans une boule de cristal, c'est-à-dire un objet qui permet de voir l'avenir. Et cet avenir était un monde d'abondance et de consommation dès que la guerre prendrait fin. Juste après la Deuxième Guerre mondiale, le monde des affaires a lancé une vaste offensive pour tenter de faire reculer les composantes progressistes du New Deal. L'offensive, soutenue par l'industrie des relations publiques et Edward Bernays lui-même, s'explique par une reprise sans précédent des revendications sociales. De 1945 à 1946, près de 10 millions d'ouvriers descendent dans la rue et paralysent une grande partie du pays. En réaction, les grands industriels imposent au nouveau président Harry Truman une loi qui limite le droit de grève et le pouvoir des syndicats. Puis, il confie la mission aux professionnels de la communication de faire passer les contestataires pour des citoyens opposés aux vraies valeurs de l'Amérique. Dans les années 1950, il y a eu des campagnes massives qui ont été très étudiées d'ailleurs, pour prendre d'assaut les écoles, les universités, les ligues sportives, les églises et les usines, et leur imposer des cours pour inculquer l'américanisme, l'harmonie et la lutte contre l'ennemi. Bien sûr, l'anticommunisme a été utilisé à cette fin. Communism controls 1/3 of the world's area. What are the facts behind the faces? Tous les Américains avaient peur de la guerre nucléaire. Je me souviens avoir plongé sous mon pupitre à l'école, comme tout le monde. Tony knows the bomb can explode any time of the year, day or night. He is ready for it. Duck and cover. La société américaine tout entière est prise de paranoïa aiguë. It's a bomb. Duck and cover. Celle de voir les Russes envahir le pays ou déclencher une guerre atomique. Duck and cover. Duck and cover.
Ce climat national de détresse et de peur est directement utilisé par les spécialistes de la communication pour défendre des intérêts strictement privés. Au début des années 50, c'est un petit pays paisible qui va incarner à lui seul l'ennemi communiste qu'il faut abattre. Le 15 mars 1951, Jacobo Arbenz est démocratiquement élu président du Guatemala. L'une de ses premières décisions est de nationaliser, contre compensation, les terres non cultivées du pays pour les redistribuer aux paysans pauvres. Mais les 3/4 de ces terres appartiennent à l'une des plus grandes multinationales des États-Unis, la United Fruit Company. I'm Chiquita Banana, and I've come to say bananas have to ripen in a certain way, and when they're flecked with brown and have a golden hue, bananas taste the best and are the best for you. Pour la United Fruit Company, la décision du président Arbenz représente une sérieuse menace pour ses intérêts. Une contre-attaque médiatique s'impose. Elle est confiée à l'un de ses principaux conseillers, Edward Bernays. Pour le compte de la United Fruit Company, Eddie Bernays a réussi à persuader la plupart des Américains et une grande part des Guatémaltèques que le gouvernement de gauche, qui venait d'être élu et voulait réformer un système économique archaïque, était en réalité la tête de pont de l'URSS. Eddie Bernays a lancé une campagne de guerre psychologique encore plus profonde et plus efficace que celle organisée pour le gouvernement américain pendant la Première Guerre. Edward Bernays a d'ailleurs défini sa campagne de propagande par une expression empruntée à la guerre. Le Media Blitz. Media Blitz signifie généralement qu'on passe son temps au téléphone avec différents journalistes influents et qu'on leur fournit très régulièrement la matière de leur reportage. Bernays a créé son propre bureau d'information et de dépêche sur le thème unique du Guatemala. Le bureau de presse mis en place par Edward Bernays, officiellement considéré comme indépendant, est en réalité financé par la United Fruit Company. Il fournit à la presse l'essentiel de ses informations sur la nature supposée communiste du Guatemala. Edward Bernays organise même des voyages clés en main pour amener les journalistes sur le terrain. Le résultat était que les journalistes ont relayé ces infos. Un certain nombre de journalistes, y ayant participé, m'ont raconté des décennies plus tard qu'ils ont réalisé, après coup malheureusement pour eux et non au moment des faits, qu'ils avaient été utilisés et manipulés par Eddie Bernays pour le compte de la United Fruit Company. Ils ne l'avaient pas compris à l'époque. Guatemala falls under a communist-dominated regime. Following a reign of terror manipulated by such communists as the Argentinian Che Guevara, who later goes to Cuba, the common people of this tiny nation rise up. Eddie Bernays a joué sur la peur des soviétiques et de la montée du communisme de manière abusive, selon moi. Ça a contribué à convaincre le gouvernement américain qu'il devait intervenir dans les affaires du Guatemala. Le 18 juin 1954, le président Arbenz est renversé par les forces rebelles de Castillo Armas, avec le soutien décisif de la CIA. Son arrivée au pouvoir marque le début d'une guerre civile qui durera 40 ans et fera plus de 200 000 morts. We know you like bananas. La campagne de propagande menée par Edward Bernays a duré 3 ans. Il a aidé à saboter la légitimité d'un gouvernement de gauche élu démocratiquement et c'était dangereux. Non seulement pour le Guatemala, mais aussi parce que ça a inauguré un nouveau schéma de politique extérieure. C'était normal pour les États-Unis d'intervenir et ils pouvaient avoir de bons résultats. Ça n'a pas marché avec Cuba, alors qu'on pensait pouvoir renverser le régime castriste. Ou des années plus tard au Vietnam, quand on a cru pouvoir imposer un gouvernement qui nous était favorable au Sud-Vietnam.
Un an après le coup d'État au Guatemala, Edward Bernays publie Engineering of Consent, un guide pratique et théorique des relations publiques destiné aux nouvelles générations. En 40 ans, Edward Bernays a réussi à faire d'un concept de gouvernance du peuple une réalité solidement implantée dans toutes les sphères de la société. En 1990, 5 ans avant sa mort, Edward Bernays est élu par le magazine Life l'une des 100 personnalités américaines les plus influentes du XXe siècle. Je ne crois pas que mon père ait jamais sciemment menti. Peut-être que oui. Mais la vérité a différentes facettes et on ne peut pas les isoler. Quand on a des gens qui voient leur rôle, comme c'était le cas de Bernays, comme des ingénieurs du consentement, la démocratie devient une mascarade. Ce n'est pas juste une question d'argument et de persuasion, c'est une modification de la société. C'est l'essence de la propagande. C'est l'essence des relations publiques. Il s'agit de promouvoir et de concrétiser des objectifs et des intérêts pour des commanditaires. Et ces gens sont principalement des intérêts puissants, de grandes entreprises et des gouvernements. Quels sont les buts qu'on poursuit? Est-ce qu'on travaille pour un client? Et si ce client n'est pas représentatif de la population globale, alors on a un problème. Ça veut dire que des intérêts privés ou un petit nombre de personnes créent des fictions publiques et les considèrent de la plus haute urgence, ce qui leur permet de foutre le bordel dans nos cerveaux.